Avant tout, j'ai envie de dire que je suis une malade à corps de Lévy à un stade prodromal. Ça peut paraître, paradoxal comme définition, vous vous attendiez à ce que je vous donne mon nom, mon âge, ma situation familiale, mais c'est cette identité sociale qui me structure maintenant et qui fait que la vie que j'ai eue avant me paraît lointaine. J'étais cadre dirigeant, en l'occurrence directeur de CEPAM, directeur d'URSSAF, donc ça veut dire plusieurs centaines de salariés à manager, plusieurs millions d'euros à gérer, donc quelque chose d'assez lourd, avec en plus une famille nombreuse, famille recomposée et nombreuse. Donc en fait, c'était lourd. Et cette vie d'avant, j'ai senti qu'elle se fissurait parce que je n'avais plus les mêmes compétences cognitives, les mêmes compétences de mémorisation, de mobilisation intellectuelle, et puis même les mêmes compétences physiques, c'est-à-dire qu'il y a eu des premières chutes. Le fait d'avoir du mal à mémoriser, on pouvait toujours dire, bon, tu rentres dans ta quarantaine, t'es plus comme à 20 ans, pourquoi pas. Le fait d'être multitâche, c'est quelque chose qui m'était devenu extrêmement difficile, et le fait d'être extrêmement fatigable, mais vraiment très fatigable, on me disait, bah oui, c'est pas facile de gérer une famille nombreuse et un travail à temps plein. Tout avait individuellement des explications, mais ce faisceau m'incitait à considérer qu'il y avait quelque chose qui clochait. Bon, le généraliste donc m'a donné cette étiquette un peu trop facile dans laquelle je ne me reconnaissais pas de burn-out. Bon, j'ai continué à travailler, mais on a quand même fait une première imagerie. Et là, l'imagerie, on me la donne hein, sans une explication, sans un accompagnant, début de MA. Donc qu'est-ce que je fais comme tout le monde? Je vais regarder sur internet ce que ça veut dire début de MA. Bien sûr, j'ai vu début de maladie d'Alzheimer. Le généraliste continue à dire c'est pas possible, vous êtes trop jeune. Un an se passe, pendant lequel je sens quand même que c'est pas ça, je vais voir un neurologue, lequel neurologue m'incite à refaire l'examen, et je fais le même examen, mais pas dans le même laboratoire d'imagerie médicale. Et l'autre avis, donc à un an d'écart, porte la même conclusion. Donc là, vraiment, il y a un séisme, parce que là je me dis c'est plus une erreur d'interprétation, il y a une réalité. Au total, il y a à peu près 2 ans et demi, entre, je dirais, la première vraiment consultation avec le généraliste qui aboutit à l'imagerie et le moment où le diagnostic est posé. Et le tout dans la plus grande solitude de la part du corps médical. C'est-à-dire que jamais, à aucun moment, on m'a dit « prenez un verre d'eau, asseyez-vous, une psychologue va venir vous voir ». Donc il y a toute une phase d'errance, parce qu'on est complètement seul pour encaisser. C'est quand même très très dur à entendre, on parle de maladie incurable quand même. La maladie à corps de Lévy allie des symptômes de type Alzheimer, cognitif, et des symptômes de type Parkinson. C'est les deux pires pathologies, hein. C'est assez sordide, quoi. C'est des moments de chute, c'est des moments d'évanouissement. Selon les stades de la maladie, il y a des personnes qui ont des hallucinations visuelles ou sonores. Enfin, les moments où on est les plus faibles et les plus vulnérables, on n'a pas envie d'être vu dans ces moments-là. C'est une vie au ralenti, de toute façon. L'intensité, la mobilisation qui m'était demandée avant, j'en suis tout à fait incapable. Il faut vraiment que les choses soient structurées, prévues, organisées, à un rythme qui n'aurait pas été le mien avant la maladie. Maintenant, soit je parle, soit j'écoute de la musique, et puis on parle à 2, on parle à 3, mais on se coupe pas la parole. C'est pas ça, une soirée entre amis. Et puis une soirée entre amis, ça s'arrête pas à 9h du soir. Et tout ça, ça vous coupe de la vie sociale. Vous refusez une fois, vous refusez 2 fois, bon la troisième fois, vous n'avez plus à refuser parce qu'on vous avait invité. Je ne peux plus faire ce que les autres font. C'est difficile. J'ai vraiment l'impression que cette pathologie neurodégénérative, pathologie incurable, a créé 2 identités, 2 moments de vie avec une fracture liée au séisme que constitue le fait d'apprendre à un âge relativement jeune, en l'occurrence au milieu de ma quarantaine, que j'avais cette pathologie neurodégénérative incurable. Donc il y a vraiment l'avant et l'après, avec toute la difficulté qui est celle de vivre avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. C'est un tsunami en fait pour toute la structure familiale. Il faut que le conjoint passe du statut d'aimant à aidant. Et bien évidemment, ça, il ne l'a pas choisi. Le diptyque, il concerne aussi les enfants ou les ados. Qu'un jeune écolier, un écolier, on parle bien petit, commence sa journée en voyant sa mère évanouie au milieu de la pièce, ce sont des choses très dures, quoi, vous voyez. Et ça, on se demande, après, qu'est-ce que ça va donner ?
Quand je réfléchis à ce qui m'attend, je sais que c'est une pathologie où je vais rester lucide et je vais évoluer vers le fantôme de moi-même. Je vais perdre la parole, la motricité, la propreté. Moi, je sais que mes enfants, et peut-être même mes parents, vont me voir perdre ça. Donc, dès que je commence un peu à réfléchir, très vite, il y a l'angoisse, parce qu'on sait ce qui vous attend. Il y a vraiment un deuil blanc à faire dans cette maladie. Un deuil blanc de ce qu'était, ce qu'on pensait être sa vie et son évolution, un deuil blanc d'une partie de ses amis, de son travail, de sa relation à soi-même, à ce qu'on pensait être capable de faire et de donner. Et pour l'instant, j'ai trop l'impression d'être sous l'emprise de la maladie pour atteindre cette capacité de profiter de l'instant. Voilà. Parce qu'on a toujours envie qu'il y ait une suite, quoi. L'idée, ça serait d'apprendre à danser sous la pluie. J'aime bien cette citation de Sénèque, c'est ça. Mais il faut apprendre, c'est-à-dire que je ne danse pas du tout sous la pluie. Et chaque jour, j'essaie d'apprendre à danser sous la pluie. J'ai plutôt l'impression souvent de me prendre des grêlons qu'autre chose. Mais voilà, c'est peut-être un apprentissage de vie, peut-être que c'est aussi à moi tout simplement de développer un peu de philosophie. J'essaie d'adapter, alors que ça soit adapter mon logement par rapport aux chutes. J'essaie de trouver des ressources de stimulation cognitive, des applications. Ça va être prévoir de façon incontournable et sans paresse aucune, une sieste ou au moins un temps de calme absolu pour essayer de recharger les batteries pour gérer la fin de la journée autant que possible. Et puis d'autres moments de repos qui peuvent être plus tard dans la soirée parce que le temps du repas va être un temps fatigant. Mais tout ça, ce sont des petits leurres. Je ne sais pas combien de temps ça va tenir. Maintenant, il faut essayer de trouver de l'espoir, mais c'est une démarche volontariste. Bon. D'abord, ce serait de garder cette pugnacité à essayer d'adapter mon quotidien, adapter mon environnement, à agir pour les autres, à essayer de donner ce que j'aurais voulu recevoir ou ce que je voudrais recevoir. Je tiens à faire entendre beaucoup plus la voix des malades. Je suis très impliquée dans une association qui propose, et j'ai eu la chance de les mettre en place depuis le début de l'année, des groupes de parole que j'appelle Café Lévy parce que c'est déjà assez pénible, groupes de parole de malades, qui ont lieu mensuellement avec la psychologue de l'association pour que les malades puissent parler de leurs préoccupations, de leurs ressentis, de leurs difficultés. Enfin, pour qu'on soit dans un moment de bienveillance, de convivialité entre malades, entre pairs. Et cette parole, personnellement, me manquait. Tout comme on a rédigé une lettre ouverte pour que le malade, il ait un support. Parce que parler, c'est pas évident. Il faut trouver d'abord la personne qui a envie de vous entendre, le moment pour que nous, on soit même d'en parler et que l'autre soit même de le recevoir. Donc, il y a un timing qui est déjà très dur à trouver et on ne trouve pas forcément les mots. Et les mots qu'on va employer pour expliquer à notre parent qu'on a une pathologie ne sont pas les mêmes que celles qu'on aura avec notre conjoint ou avec nos enfants ou avec nos ados. Et cette lettre ouverte, par exemple, sont un des outils que j'aurais bien voulu avoir et c'est pour ça qu'il faut l'offrir aux autres. Parler à votre entourage et aussi avec vos pairs, avec les autres malades, de ce que vous ressentez et de ce dont vous avez besoin. Donc, parler. Parce que la parole, elle est essentielle. Beaucoup de portes se fermeront, c'est évident, mais quelques-unes vont s'ouvrir et puis on pourra aussi faire de belles rencontres en admettant la faiblesse, qui est la faiblesse majeure, d'avoir une maladie qui va vous conduire à être le fantôme de vous-même. Ce qui me fait espérer, c'est que mon premier entourage continue à m'accompagner, continue à avoir cette énergie, cette volonté, cette patience, cette abnégation parfois de me porter et de me supporter. Parce que la réalité de la maladie à corps de Lévy n'est pas celle que vous voyez aujourd'hui et celle que je veux que vous voyez aujourd'hui. Parce que j'ai pas envie que vous voyiez l'autre, quoi. Parce qu'il y a une pudeur. Ce qui me fait espérer, c'est cette évolution des pouvoirs publics, par tous ces aspects de reconnaissance de la pathologie. Par exemple, il n'y a pas une affection de longue durée, ALD, ce qu'on appelait le 100% avant, spécifique à la maladie à corps de Lévy. Elle est dans les maladies apparentées, ce qui est complètement aberrant et ce qui souligne à quel point les maladies neurodégénératives apparaissent comme un tout pour le grand public et pour les pouvoirs publics. Donc une revendication très simple.
je sais jusqu'où je ne veux pas aller trop loin. Donc paradoxalement, ce qui me fait espérer, c'est voilà, de pouvoir partir dans la dignité.